Diptyque est le magazine de référence de l'art contemporain africain. Il est produit, publié et imprimé à Casablanca au Maroc. Avec ce podcast, nous souhaitons vous donner accès aux personnalités qui animent la scène artistique africaine et marocaine, des artistes aux galeristes en passant par les curateurs et commissaires d'exposition. Ce podcast vous est offert avec le soutien du groupe Maroc Télécom, partenaire de l'art et de la création. Younes Rahmoun vit et travaille à Tétouan où il est né en 1975 et c'est surtout l'un des artistes nord-africains de sa génération les plus exposés. Parmi ses expos récentes, on peut citer Little Worlds Complex Structures au VCU Arts Virginia Commonwealth University School of the Arts au Qatar en 2018, De la mer à l'océan à l'appartement 22 en 2016. Son travail a été récemment montré au Musée national Centro Reina Sofia à Madrid, au Palais de Tokyo à Paris, au Tripostale à Lille, au Victoria and Albert Museum à Londres. Il a été exposé à la Biennale de Dakar en 2018 et aussi à la Biennale de Venise, Viva Arte Viva, 57e Biennale de Venise en 2017. Et là, dans un futur proche, une rétrospective de son travail depuis 1996 est prévue au Smith College Museum of Art à Northampton aux États-Unis pour 2022. Younes Rahmoun, je le connais depuis bien longtemps maintenant puisqu'on est de la même génération. Je vais le voir très régulièrement à Tétouan. Je dirais que c'est un homme réservé mais pas timide. Et il est totalement intarissable lorsqu'il évoque son enfance dans son village du Rif, dans une famille modeste et pratiquante. Il aime beaucoup parler de son enfance. Il raconte que alors tout le fascine, le paysage, l'architecture de son foyer. Et tout le fascine dans la Médina, les artisans qu'il croise chaque jour, les devantures des artisans, des pâtissiers, des étals. Dans cet épisode, avec Younes Rahmoun, on parlera beaucoup de Tétouan, une ville où j'aime aller le rencontrer en été. On se donne rendez-vous place Fedden et ensuite on fait le tour de la Médina et on reparle de son parcours. Il me raconte comment enfant il aimait collectionner les petits objets et fabriquer des installations dans des petites boîtes où il réorganisait le monde à sa manière. On détaillera certaines de ses installations, certains de ses motifs, des motifs de son corpus comme Menzil. On parlera aussi bien sûr de son rapport à la nature puisque de nombreuses œuvres de Younes font référence à la nature, Habba, Zaytouna. Et bien sûr, on parlera de la manière dont il articule l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il nous parlera aussi bien sûr de sa complicité avec Adla Karoum et l'appartement 22 et bien sûr de tout ce qu'il enseigne aux Beaux-Arts de Tétouan et de la manière dont il articule les artistes de la scène marocaine et ceux qui étudient et qui sont en devenir. Alors ça va être un podcast très, très particulier dont j'espère vivement qu'il sera largement écouté par les étudiants en art au Maroc et partout dans le monde. Et je t'engage vivement, Younes, à faire ce que tu fais par ailleurs à l'École des Beaux-Arts, à te montrer en même temps, évidemment, sous ta facette d'artiste, mais aussi sous ta facette d'enseignant, et de bien expliquer les pratiques parce que pour moi, évidemment, ton profil est tout à fait exemplaire et j'aimerais beaucoup que les jeunes étudiants puissent s'inspirer de ta méthode qu'on va essayer justement de développer dans ce podcast. Alors j'ai choisi comme titre pour ce podcast, on a consacré à Younes Rahmoun de nombreux articles dans le magazine Diptyque et le terme mystique est souvent revenu et j'ai eu envie d'intituler cet épisode L'art comme quête mystique. Donc pour commencer, Younes, j'aimerais démarrer par une considération sur la ville de Tétouan et dire à ceux qui aimeraient te rencontrer que pour te voir dans ta vérité, il faut se rendre à Tétouan et se fixer rendez-vous place Fedden, comme je le fais moi-même au moins une fois par an. Et quand on se promène avec toi dans la Médina de Tétouan, il n'est pas rare de te voir ramasser des petites choses trouvées par terre. C'est un geste insolite et rituel que tu répètes depuis ton enfance. Tu ramasses des clous, des morceaux de bois, des bouchons, des petits débris de fer. Et depuis ton enfance, un petit peu tout ce que tu trouvais dans ton quartier de Jbel Darsa. Et tu le collectais pour, je te cite, créer des petits mondes, des univers minuscules que tu construisais dans une petite boîte de métal rouillé.
Et cette boîte, je te cite à nouveau, tu le dis, je l'utilisais comme un espace d'exposition en miniature. J'adorais y organiser les éléments et les volumes. À ce moment-là, tu ne le savais pas, mais tu faisais déjà tes premières installations. Est-ce que tu peux, pour commencer cette conversation, Younes, développer ton rapport à l'enfance, ton rapport à Tétouan, à la Médina, et la manière dont tu es venu à l'art? Et là, je précise à nouveau, Younes, que tu t'exprimes en français, en arabe, dans la langue qui te plaît. Moi, je pose des questions plutôt en français parce que je suis plus à l'aise, mais je comprends très bien l'arabe. Et si tu es plus à l'aise pour parler en arabe, tu le fais, bien entendu, et ce sera très bien pour les étudiants. D'accord, merci Mariam. Passe de l'un à l'autre avec ton aisance. Oui, je vois. Je sais pas, c'est difficile pour moi aussi de parler une autre langue qui soit pas celle de mon interlocuteur. Donc, comme tu me parles en français, je vais répondre en français. C'est plus facile pour moi aussi. Je Bien suis sûr. plus à l'aise comme ça. C'est bien que tu cites ces moments d'enfance qui sont les débuts, bien sûr, de, de ma pratique, quoi. Donc, je suis quelque part, je suis né artiste, je suis né, je le dis comme ça modestement, bien sûr, mais je suis né quelqu'un de sensible à ce qui m'entoure, à ce que je regarde et entre autres ce que je trouve sur mon chemin. Donc, je suis un collecteur, je reste encore ce collecteur. Je cherche les perfections, les petites perfections, et je les ramasse là où je les trouve. Je cherche aussi la beauté, et je la collecte, que ça soit avec ma mémoire ou avec mes propres mains, que je garde après avec moi des petits objets, des petites perles, les diamants, je sais pas, pour faire rêver aussi, mais c'est vrai, quelque part c'est vrai. Ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est une pratique que je suis encore. Aujourd'hui, j'ai une collection qui va donner lieu à une prochaine, un prochain travail. Je collecte les perles, donc je collecte tout ce qui est sphérique en fait, tout ce qui a cette forme parfaite, la sphère, je la ramasse, et je la mets dans un petit bocal que je porte avec moi et voilà. Après, je fais un tri, que ça soit du côté couleur ou côté matière aussi. Donc, il y a des sphères qui sont transparentes, comme les billes par exemple. Il y en a des sphères qui sont plutôt opaques, comme les perles. Ce sont des éléments des fois de décoration de vêtements ou bien des bracelets ou bien des chapelets aussi. En tout cas, tout ce qui tombe par terre et que les gens ne ramassent pas, ne font pas attention. Moi, ça m'attire l'attention, je collecte. C'est juste pour faire un lien avec ce que tu disais au départ, donc par rapport au tout début, c'est vrai, donc je ramassais des choses que je comprenais pas pourquoi. J'ai jamais eu une explication. Les grands, que ce soit mes parents ou mon entourage en général, me posaient la question à quoi ça sert ça. Je dis je sais pas, mais ça me plaît. Voilà, ça me plaît, je le garde pour cette raison, seulement pour cette raison. Donc je suis né à, comme tu disais, donc je suis de Tétouan, mais une chose que peut-être les gens ne connaissent pas, c'est que je suis né dans la campagne. Je suis né à quelques kilomètres de Tétouan, entre ici, Tétouan et Chefchaouen, un petit village s'appelle Bni Hassan. Donc, mon père travaillait là-bas, je suis né là-bas, j'ai passé, bon, j'avais, je crois, 2, 3 ans quand on est revenu à s'installer à Tétouan. Je dis revenir parce que mon père, il vivait ici avant, mais il devait partir là-bas pour un poste. Il était employé d'État, donc il a changé de poste. Mais après, il est revenu encore une fois à Tétouan parce qu'il est d'ici. Bref, donc je crois que ces 2 ans m'ont marqué aussi. Quelqu'un, donc un enfant de 2 ans, on peut penser que voilà, il a à peine une mémoire pour se rappeler, mais j'ai des bons souvenirs. Je veux dire, j'ai des souvenirs clairs de cette. C'est des flashs, hein, c'est des fragments de souvenirs, mais qui m'ont marqué
comme personne quand même. C'est les montagnes qui m'entouraient, le paysage comme ça ouvert. Il y avait très peu de maisons, donc il y avait beaucoup de nature qui m'entourait quand je sortais de la petite maison dans laquelle on vivait à l'époque. Donc après, je suis revenu à Tétouan, on a habité un quartier populaire, je vais dire ça, comme tu as cité tout à l'heure, qui est un quartier donc qui était en construction à l'époque. Donc, un quartier qu'on a habité parce que mon grand-père il travaillait dans la caserne militaire qui se trouve là, qui était construit par les Espagnols à l'époque coloniale. Mon grand-père pardon, il était un Rifin qui a immigré à Tétouan pour travailler comme soldat chez les Espagnols. Donc ils avaient un petit terrain là-bas que que le militaire espagnol ont donné à ces soldats. Donc c'est comme ça donc que j'étais élevé dans ce quartier. Un quartier donc je disais qu'il y avait pas beaucoup de maisons, donc était en construction. Donc on trouvait, en sortant de la maison, je trouvais entre autres des cailloux, des fragments de matériaux de construction, entre autres comme les clous, le bois, et après bon, les boîtes de conserve, n'importe. Mais chaque fois que je trouvais quelque chose, un objet avec je sais pas, aujourd'hui je peux dire avec des facettes esthétiques intéressantes, je ramassais et je gardais avec moi. Ça devait pas être grand parce que voilà, je voulais pas non plus chercher des problèmes à la maison. Donc c'était toujours des éléments très petits. Donc c'était ma première école, donc le quartier, la rue, euh, avant d'aller à l'école même. Donc mon école maternelle se trouvait dans la Médina de Tétouan. Donc sur le chemin pour aller de Jebel Dersa, de ce quartier qui est en hauteur, jusqu'à l'école. Sur le chemin, je traversais donc les ruelles de la Médina. Ça veut dire que je passais à côté de quelques ateliers d'artisans qui se trouvaient là-bas. Donc voilà, il y avait des menuisiers, des gens qui travaillaient les nattes naturelles. Il y avait voilà, des forgerons aussi. Bref, donc il y avait pas beaucoup de corps de métier, mais quand même, il y avait quelques, quelques ateliers. Et je m'arrêtais, je me souviens, mon grand frère essayait de me prendre de la main pour aller à la maison en rentrant, mais je lui disais, ah, laisse-moi encore quelques instants, je veux regarder ce monsieur, qu'est-ce qu'il va faire avec ce morceau de bois. Ou voilà, on peut imaginer aussi pour les autres artisans. Voilà, c'était aussi une école d'art pour moi, ces moments-là. Donc, j'apprenais aussi à comment sculpter, comment façonner, comment faire des choses. Donc là, beaucoup de volume, c'est vrai. Je parle beaucoup de volume puisque je parlais des objets ramassés. Là, je parle des artisans qui sculptaient, que ce soit le fer ou le bois ou le doum. Euh, L'école même. Donc l'école, il se trouve que cette école dans la Médina qui s'appelle Madras Al-Fadila, euh, il se trouve qu'elle était faite dans une maison traditionnelle, tout simplement. Donc une grande maison traditionnelle qui s'est transformée en école à l'époque, juste avant l'indépendance, donc par Hizb Istiqlal, si je ne me trompe pas, et par le parti Istiqlal, l'indépendance. Et, et donc, tu peux imaginer que j'étais là-bas aussi dans cette école entouré de décors, voilà, zélige, plâtre sculpté, plafond en bois peint avec des couleurs, des formes florales, etc. Donc voilà, dans l'école même, j'étais entouré aussi par je veux dire
ouais, de l'art, quoi, en tout cas des travaux artistiques, Oui. dire artisanal ou artistique, voilà. Donc, Alors c'est intéressant ce que tu dis à propos de l'école et la description que tu fais de l'école. Il va y avoir dans les œuvres que tu fais depuis que tu es artiste plasticien, beaucoup comment dire, de cellules qui représentent comment dire, la cellule qui t'entoure, que ce soit ta maison, que ce soit ta chambre. Et je me souviens par exemple d'une exposition Menzil, qui était une invitation à habiter ton univers et à trouver sa place au sein d'une œuvre marquée par tes origines et par la spiritualité. Et je me souviens qu'on était donc il y a cette dimension voilà du souvenir et de la sensualité des œuvres. On était enveloppé par l'odeur du ciment. Il fallait se courber pour entrer dans cette maison au mur d'argile qui était dotée d'une seule source de lumière. Donc cette installation, si je me souviens bien, elle s'appelait Menzil Ghorfa et qui était une véritable expérience sensorielle. Et à l'époque, tu nous avais dit dans l'article qu'on avait consacré à cette exposition, de l'extérieur c'est une maison, à l'intérieur c'est une chambre, on y est seul avec soi et un élément basique, la terre. On est de la terre et on y revient. Dans ton travail, on constate que ton enfance a favorisé ton imaginaire. De quelle manière a-t-elle agi dans ce processus de création? Donc là, je voudrais vraiment que tu développes tout le corpus Rolfa Menzil, qui est vraiment au centre de ton travail. ouais, donc c'est un bon exemple, bien sûr, Menzil Ghorfa, euh, sachant que comme j'ai dit au début, je suis né dans la campagne, je suis dans la nature. J'ai toujours été attaché à la nature euh, parce que ma mère, elle est du Rif. Mon père aussi, mais mon père, il est citadin. Il est né à Tétouan, il a été élevé ici, donc il est plus quelqu'un de ville. Mais ma mère, donc bergère à l'origine, donc avant qu'elle se marie, elle n'est pas allée à l'école. Donc quand elle est venue après son mariage s'installer à Tétouan, elle a ramené sa culture, sa propre culture de paysanne. Donc, entre autres, il avait des plantes à la maison, des pots de plantes qu'il décorait elle-même. Il a élevé des animaux comme les lapins, les poules. Euh, Ceci, c'est pour te dire que pour moi, donc, la vie de campagne, j'étais très proche de la vie de la campagne, je veux dire. Et quand j'allais pendant les vacances de l'été dans le Rif, donc j'observais beaucoup aussi euh, les particularités comme par exemple les maisons rurales, les maisons du Rif, de Beni Boufrah en particulier, donc qui sont construites avec de la terre. Avec de l'argile, avec du pisé, donc la terre mélangée avec de la paille. Et donc c'est ce côté organique de ces murs qui sont construits avec la main, donc ils sont rondes, ils ont un côté plus charnel que droit, quoi. Et, et ça, je gardais en mémoire, bien sûr. Donc, plus, bien sûr, l'artisanat du Rif, donc la poterie du Rif, qu'on connaît très bien, qui est sobre, avec peu de décor. Donc, tout ça, ça m'a marqué. Les portes aussi, justement, des rorfa, des chambres de la maison rifaine, qui sont travaillées avec la main, avec des outils archaïques. Donc ça a toujours tout ce qui est travaillé en bois, il a toujours ce côté un peu brut, un peu de sculpture, je dirais. Donc on dirait un Brancosi qui les a travaillés. Donc cette esthétique-là m'a beaucoup marqué aussi. En parallèle de ce que je disais par rapport à l'héritage andalou de Tétouan. Donc ces deux mondes-là, j'ai essayé de mettre
d'inclure dans ce projet donc Manzil ou Ghorfa Manzil, Manzil Ghorfa. En tout cas, cet habitat que je construis donc avec différentes formes, différentes échelles aussi, euh, qui vient de mon expérience dans la Ghorfa chez mes parents, au-dessus des escaliers, ici à Tétouan. Donc, j'avais cet espace réduit, cet espace très petit pour moi, parce qu'on est nombreux, on était nombreux, on est 6 frères et sœurs, et j'avais cet espace pour moi pour pouvoir me concentrer sur ce que je fais. Donc, c'était mon espace de travail, aussi d'exposition et aussi de méditation. Donc, c'était mon minuscule atelier pendant 7 ans. On peut dire que c'est la matrice de ce qui va suivre. Voilà, et c'était exactement, c'est la matrice de ce qui va suivre. Donc après ces 7 ans d'expérience dans cet espace, j'ai eu l'idée en 2005 après donc 7 ans, de construire des Rorfa, donc de construire des chambres qui ont les mêmes caractéristiques formelles de cette chambre d'origine, aussi les mêmes, bien sûr, les mêmes dimensions, et de la construire dans des différents endroits autour du monde. Donc, en 2006, je vais faire la première version à l'appartement 22 à Rabat, puis à Singapour à la Biennale, et ainsi de suite. Donc, plus tard, en 2008, j'ai commencé à travailler sur Menzil. Donc, Menzil, à savoir, je vais un peu décortiquer, un peu détailler ce mot, Menzil, qui vient de Nazala, de descendre, Menzil, Nazala. Donc un endroit où on se repose, on se pose plutôt, et on se repose à la suite. Donc ça vient aussi de Sakan et Sakina, donc c'est un mot qui contient aussi la sensation qu'on peut avoir quand on est dans un endroit comme ça, isolé, en retraite. Donc, Ghorfa, par contre, vient de la chambre Rifen. Donc, on dit, dans le Rif, on dit Ghorfa à cette chambre qui se trouve à l'étage, mais toute seule. Donc, il n'y a pas 2 étages dans une maison Rifen, que je connais en tout cas, donc dans ma région. Il y a une seule chambre toujours à l'étage qui est isolée. C'est pour le père, pour qu'il soit un peu à l'écart, on va dire, du bruit, de ce qui se passe à la maison. Donc, je sais pas, pour qu'il se concentre, pour réfléchir, pour méditer, je sais pas. Moi, j'ai jamais, en tout cas, vu mon grand-père là-bas, parce que quand je suis arrivé à un certain âge quand je commençais à avoir conscience des choses, mon grand-père nous avait quittés. Bref, donc j'ai vécu moi-même dans cette chambre-là, Ghorfa, chez ma grand-mère, et je peux juste décrire que c'est une chambre assez particulière parce que justement qu'elle est isolée, et on Donc est elle dans le invite à la calme. méditation. Ouais, Ouais. pardon. Donc, quand on est dans cette chambre, on est dans le calme, et pareil. Donc, quand j'ai trouvé cet espace chez mes parents ici à Tétouan, je l'ai donné le même nom parce que justement, il est sur les escaliers à l'étage, isolé aussi. Et voilà. C'était un hommage un peu à cet élément architecturel, je vais dire à cette partie de l'architecture ou de l'habitat Rifen. Merci. J'aimerais que qu'on s'attarde, si tu veux bien, maintenant sur ton rapport à la nature, parce que on va dire dans ton corpus d'œuvres, il y a évidemment Menzil Rofa que tu viens de décrire à l'instant, et puis il y a toutes les œuvres qui sont en lien avec l'élément naturel, la nature, la montagne, les graines, l'olivier, et notamment moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est Habba, la graine
à l'état de latence. C'est un motif qui revient beaucoup chez toi. Elle apparaît dans tes dessins sur papier, mais aussi dans une vidéo qui porte le nom Habba, qui est très connue, qui a beaucoup circulé, qui a été beaucoup exposée, et qui reproduit en fait le voyage de la graine qui est à la recherche du lieu idéal pour germer. Donc c'est une très belle poétique de la germination, de la vie miraculeuse. J'aimerais que tu nous décrives un peu tout ce corpus de travail autour de Habba. Oui, donc Habba, c'est la graine, comme tu dis. Et pour moi, c'est nous aussi. Moi, en tant que personne, je suis quelque part une graine. Donc, quand on est petit, on reçoit, on apprend. La graine aussi, pareil. Il reçoit de l'eau, il reçoit de la lumière, il reçoit les éléments qui sont dans la terre même. Mais un côté qui m'a poussé à développer un travail autour de la graine, c'est plutôt l'isolation ou être seul. Plus que ça, être enfermé, la graine, elle pousse dans l'obscurité, enfermée, serrée dans la terre. Mais après ce moment, ou ces moments, en tout cas ce temps qu'on peut décrire par difficile, parce que étant un être humain, on va tout de suite penser à, à l'enfermement, l'emprisonnement, l'obscurité aussi. Donc on est dans l'obscurité, donc c'est pas confortable, on va dire. On n'est pas dans le confort. C'est vrai, mais c'est important pour une graine qui se trouve dans ces conditions-là pour qu'il donne un arbre, une plante, des fleurs, des fruits, de l'ombre, de l'oxygène, ainsi de suite. Donc, et je me comparais à ça en étant dans la ROFA, tout simplement. Donc, 7 ans dans la ROFA, un atelier minuscule, sachant qu'un artiste, en général, l'idée qu'on a d'un artiste, c'est qu'il a besoin d'un grand espace pour travailler tout ça. Donc moi, c'était au contraire. Voilà, c'est par force des choses. Hein. C'est pas un choix. C'est pas un choix. J'avais pas un autre choix. J'étais encore étudiant à la fin de ma carrière d'étudiant à l'école des Beaux-Arts. J'avais pas d'espace pour moi. Je travaillais la nuit sur la table de la cuisine pour préparer mes travaux pratiques pour l'école. Mais la dernière année, en 4e année, donc je devais préparer mon projet de fin d'études. Et voilà, j'avais besoin, en plus de l'espace de travail, j'avais besoin d'un lieu pour me concentrer. Donc, pour revenir à la graine, donc pareil, donc elle se trouve enfermée, serrée dans la terre, mais petit à petit, donc d'abord, la graine commence à explorer, je dirais, la terre même avec ses propres racines. Donc, il cherche dans la terre avec ses propres racines. Il se nourrit de ça dans l'obscurité, dans l'enfermement. Et à partir de là, il pousse vers l'extérieur, vers la lumière et vers le grand espace qui est l'espace extérieur. Donc là, il commence à donner. Mais il y a un moment d'apprentissage, de se ressourcer avant oui, de la résistance aussi. Ouais. J'aimerais, Younes, que tu nous expliques de quelle manière ta relation de travail et de complicité avec Abdullah Karroum et l'appartement 22 à Rabat a permis de développer et formaliser l'ADN de ton travail. Donc qui est un ancrage dans ta terre natale et une œuvre plastique qui joue sur l'alliance des contraires, la poétique des contraires, obscurité, lumière, infiniment grand, infiniment petit, intérieur, extérieur. Voilà, donc est-ce que tu peux nous décrire cette relation de travail et de complicité?
Merci Mariam pour cette question parce que j'avais envie de l'autre jour quand j'écoutais ton entretien avec Abdullah Karoum, donc j'avais envie de ouais de prendre la parole, juste de préciser quelque chose. Euh, en fait, ce qui m'a un peu marqué dans cette discussion avec Abdallah, c'est que lui disait que la relation entre le commissaire et l'artiste, c'est comme la relation avec un éditeur et un écrivain. Donc, moi, en tout cas, pour moi, Abdallah Karoum est au-delà d'avoir une relation de ce genre, et il y avait un plus. Donc, pour moi, Abdallah Karoum, c'est quelqu'un qui, je parlerai de moi, mais je crois que c'est le cas pour beaucoup d'artistes qui ont travaillé avec Abdallah Karoum. Donc, moi, je l'ai connu, Abdallah, en 1999, et depuis, on a gardé une très bonne relation, que ce soit professionnelle ou d'amis. Euh, et, et son rapport avec mon univers d'artiste, c'est un rapport très intime, très proche. C'est quelqu'un qui comprend très bien de quoi je veux parler, sur quoi je travaille et quel sens je veux donner à ce que je fais. C'est quelqu'un qui m'a toujours aidé à me concentrer, à aller vers l'essentiel dans mon travail. Je peux citer par exemple le tout début, donc on a fait l'exposition euh, GFGH Individualité avec Safar Rouas à l'appartement en 2002. Et à ce moment-là, donc j'étais dans ma pratique, j'étais très bouleversé par ce que se passait euh, à Jenin, en particulier en Palestine en général. Donc il y avait des massacres, il y avait des enfants qui sont morts, les femmes, les personnes âgées, en tout cas les civils. Et ça m'a touché et je me cherchais un rôle en tant qu'artiste par rapport à ça. Comment je peux parler de ça avec ma propre pratique. Donc j'allais vers des projets, beaucoup d'installations en tout cas, que je dessinais sur papier, je ne sont pas sortis. Je les ai pas réalisés, mais il reste encore dans un classeur assez gros comme ça, plusieurs pages sur des idées d'installation par rapport à ça. Mais donc avec ma rencontre avec Abdullah, je lui ai montré ça. Il me dit, écoute, là, je te vois un peu t'éloigner de ton univers et d'aller à quelque chose de plus représentatif, euh, qui raconte beaucoup d'anecdotes, qui est loin un peu il me disait, de ton univers, de ta façon plutôt d'universaliser tes idées, de les purifier, de les mettre dans un aspect plus minimal. Voilà. Oui. Et de les spatialiser aussi. Oui. Non, tout à fait. Donc ça, c'était une première expérience avec Abdullah. Et depuis, sachant que une chose qu'il faut préciser aussi, c'est que pareil, Abdullah, comme moi, on a des mêmes origines. Lui aussi, il est rifin. Lui aussi, il a passé son enfance dans la campagne, dans la nature. Et entouré de montagnes, grimper sur les montagnes. Pareil, donc on a un peu cette mémoire, on va dire, commun d'enfance qui est liée à la nature, à la terre. Puis euh, voilà, on a fait les mêmes études, bien sûr, ça c'est une autre chose. Mais voilà, ces sujets et ces, ces milieux, ces environnements qui nous lient sont importants aussi pour comprendre, pour que lui, en tout cas, comprend mon travail, mon univers. Et, et ça facilite bien sûr la communication entre nous et le travail sur le développement de mon travail à moi.
lui, quand on a une conversation, c'est comme ma deuxième voix, ou je sais pas, c'est comme quelqu'un, c'est comme moi qui me parle en Un dehors dédoublement de mon ta, propre, tu vois. un Ouais. dédoublement de ton esprit et de ta conscience. Ouais. Ouais. Mm. Est-ce que toi, alors donc peut-être on pourrait parler maintenant un petit peu justement de l'école des beaux-arts de Tétouan, qui est donc évidemment omniprésente dans ton parcours et dans tout ce que nous évoquons depuis un moment. D'abord parce que tu y as toi-même été formé et qu'aujourd'hui tu enseignes. De quelle manière tu accompagnes, de quelle manière tu fais ce travail justement d'accompagnement de certains artistes pour définir ce qui va être l'ADN de leur travail. Parce que ce qui est très important, c'est justement un artiste, il peut avoir des tas de talents techniques, mais ce qui est très important, c'est qu'assez tôt dans son parcours, se formalise un ADN qui va être ensuite ce qui va vraiment être développé tout au long de sa carrière. Comment tu travailles là-dessus avec tes élèves? Mhm. C'est un sujet très important, l'enseignement, le partage, la transmission. Euh, Ces choses ont beaucoup de valeur pour moi, bien évidemment, euh, puisqu'on parlait de la graine et on parlait de l'arbre. Donc, l'arbre, quand elle est là, et, euh, avec, voilà, je le dis avec, bien sûr, modestement, hein, je prétends rien du tout, mais l'arbre, quand elle est là, voilà, elle donne entre autres les fruits, l'ombre, il tient la terre. Et voilà, il nourrit, il donne de soi. Et ça, c'est grâce bien sûr, un passé, un processus hein, de la graine jusque là. Et, et moi, je crois que c'est ce que je cherche en tout cas à donner aux étudiants, c'est le processus plutôt. C'est partager avec eux le processus parce que là, eux aussi, eux et elles, ils sont sur ce chemin-là. Ils sont dans cette phase-là de transformation et de développement. Et je crois depuis toujours que chaque individu, pas que les artistes, pas seulement les artistes, mais chacun est particulier en soi. Chacun est un univers. Chacun porte en lui un univers différent de l'autre et des autres. Et, et moi, ce que j'essaye, je suis pas quelqu'un qui vient à l'école pour apprendre les techniques. Ceci dit que c'est très très important, plus que ça, c'est primordial, c'est indispensable. Ce qu'enseignent les autres profs, comme technique et savoir, que ce soit l'histoire de l'art, donc la partie théorique ou la partie pratique, ou c'est le dessin, la sculpture, la peinture, tout ça, c'est primordial, c'est très Oui, important. On bien ne peut sûr. pas être un Ils vont être artiste sans confrontés, bien savoir sûr. ça, je crois. Ouais. Ouais. Et ça aide. Euh, Ce processus-là d'apprentissage dans l'école, de l'académisme jusqu'à ce que je peux apporter moi, ça aide cette jeune étudiant et étudiante à découvrir son propre univers, à découvrir sa particularité, son côté d'artiste qui a une singularité. Cette singularité-là, il faut la chercher. Et on la cherche avec le travail, avec bien sûr l'exercice, l'entraînement, la répétition, la même chose. Donc je viens, je dessine une statue, un modèle, une nature morte, je la peins, je la regarde de différents angles de vue. Donc c'est un processus qui peut sembler long, qui peut sembler inutile, mais sans ça, on ne peut pas atteindre cette singularité qu'on nous portons chacun de nous. Donc moi, j'arrive à la troisième année avec un programme. Donc,
qui est aussi important pour moi que j'espère aussi pour les étudiants et les étudiantes. Je viens avec des invités, avec un programme de 2 mois, 4 ateliers. Chaque atelier donc dure 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, chaque artiste, je commence toujours, c'est moi qui commence les ateliers, donc les 2 semaines, les premières 2 semaines, c'est avec moi-même. Donc, je découvre, j'essaie d'abord de me présenter et que les étudiants se présentent à moi, donc en me montrant chacun son travail, ce qu'il a fait pendant les 3 ans à l'école et avant aussi. Donc, il essaie de se présenter à travers son travail, son propre travail. Et moi, pareil, donc je partage avec eux quelques travaux juste pour me présenter, voilà, pour qu'il y ait un échange, un premier échange comme ça. Et puis on lance peut-être un thème ou juste une technique. Et à partir de cette technique ou de ce thème, on essaie de développer chacun un travail qui présentera à la fin des 2 semaines dans l'espace même où on travaille. Donc ça devient, c'est comme un peu la Rolfa, encore une fois. Donc la Rolfa, je disais, c'était mon espace de travail, d'exposition et de méditation. Certains travaux, là je parle de la Rolfa, certains travaux les plus petits, je les exposais dans la Rolfa même, devant moi, pour méditer, pour les observer, les contempler, avant de les ramasser, de les garder. Donc c'est juste pour te dire combien c'est très important de vivre son espace et son temps, bien sûr. Donc on a 2 semaines, 4 heures par jour, et on a un espace, c'est le même, et on est ensemble, on travaille ensemble. Donc il faut avoir aussi cette capacité d'accepter l'autre et que l'autre peut occuper une partie de mon espace quand elle en a besoin, et ainsi de suite. Donc je peux aller dans l'espace de l'autre et dans chaque, on va dire, on va la nommer comme ça, chaque exposition, à la fin de chaque atelier, donc les espaces des travaux de l'un et de l'autre changent. Donc ça dépend comme je leur explique à chaque fois, donc ce qui est, c'est le travail qui choisit l'emplacement et pas la personne. Donc chaque travail va à son endroit idéal, prend son endroit idéal, s'expose dans son espace le plus parfait qui lui euh, qui lui qui lui appartient. Et donc voilà, donc après, donc il y a d'autres invités, comme cette année par exemple, il y avait Eric Vanov, il vient avec son univers à lui, sa façon de transmettre, sa façon d'accompagner, de guider ses questions à lui, sa façon de questionner les choses. Et bien sûr, il y a les questions aussi des étudiants même, qui sont de leur époque. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour nous, les artistes intervenants, cette expérience-là, parce que on est avec la jeune génération qui nous servent comme lien à cette époque que eux ils vivent plus profondément que nous. Je dirais. Donc il y avait après Leila Hida, donc après donc Eric Vanov qui travaille avec des artisans, justement il travaille dans la collaboration. Il a su mettre en valeur ce travail d'équipe, mais aussi il a su donner pour les étudiants, qu'on est donc tous des Marocains, et lui un étranger avec son regard d'étranger, par rapport à l'artisanat, par rapport à notre propre héritage, à notre propre art qu'on a hérité et qu'on regarde avec peut-être un mépris ou presque. C'est notre art, c'est notre passé. Si on doit étudier l'histoire de l'art, on doit forcément passer par là aussi, et pas seulement par
l'Alhambra et après sauter dessus de tout ce qu'on a jusqu'à aujourd'hui d'art traditionnel, on va dire. Bref, donc pour ne pas tarder là-dessus, donc il y avait Leila Hida après, qui est une artiste euh, qui est, qui est qu'est-ce qu'il a de particulier? Bien évidemment, donc l'espace le 18 à Marrakech, donc une artiste qui a choisi, qui a voulu donner de son temps pour les autres, pour créer un lieu de rencontre, de partage, d'exposition, bien évidemment, d'accompagnement aussi. Donc, en ce moment, il y a un lauréat de l'école, Nabil Himish, qui est en résidence à Marrakech, au 18. Donc, il y en avait d'autres qui sont passés par là, Khadija Labiat, Lutfi Swidi, Mohsin Rahawi et d'autres encore. Donc, voilà, c'est un rôle très très important que joue ce lieu et bien évidemment Leila Hida qui est la fondatrice et qui est là encore et toujours pour accompagner et partager et créer des moments de partage surtout. Puis il y a Mbark Bachichi qui vient clôturer ce programme de workshop à Limba. Donc Mbarak, comme on le connaît dans sa pratique, donc il y a le dessin qui prend une place très importante, mais il y a aussi la sculpture, entre autres. Donc il y a le travail qu'il réalise lui-même, il y a aussi le travail en collaboration avec des artisans qui va chercher dans les villages un peu éparpillés autour de Marrakech des artisans qui peuvent être des forgerons, des potiers, etc. Donc ça a été très important pour les étudiants d'écouter Mbarak qui parle de ses collaborations, de sa propre pratique, mais aussi de ses idées, bien évidemment, de son concept, de comment lui, il essaye, comme artiste, de traiter des sujets qui sont tabous, mais artistiquement, sans tomber, bien sûr, dans une provocation gratuite. Voilà, donc, je crois que ce nous essayons de partager avec les étudiants, c'est un peu ça, c'est le monde de chacun, c'est l'expérience de chacun. Mais ces expériences-là, la mienne, celle des artistes, des autres artistes que j'invite, elle est là pour donner exemple à ces étudiants. Donc le but en fait c'est plutôt d'aider les étudiants chacun et chacune à trouver son propre univers, à creuser encore et encore pour trouver cette singularité que nous portons chacun ou nous. Et bien évidemment, on est là pour transmettre, mais on est là aussi pour apprendre. En tout cas, moi, j'apprends beaucoup. Je sais aussi que les artistes qui sont venus aussi, ils partagent cet avis avec moi. Donc, on est aussi là pour apprendre. Et voilà. Bah écoute, alors Younes, est-ce que tu peux nous dire pour terminer, quel est le projet sur lequel tu travailles en ce moment et ta prochaine exposition? Alors on peut voir évidemment une œuvre à Reina Sofia en ce moment, à l'exposition de trilogie marocaine qui est à Madrid en ce moment au musée Reina Sofia. Mais sinon, peut-être pour les mois qui viennent. Donc là, avec la galerie, on prépare une exposition pour 2022. Iman Fares? Oui. Chez Iman Fares, donc oui. À Paris, à la galerie Iman Fares. Et puis avec le Smith College, donc avec le musée de Smith College à Northampton, au Massachusetts, aux États-Unis. Donc on prépare une exposition. Ça fait déjà quelques mois, plus d'un an en tout cas, qu'on travaille dessus et c'est pour 2023 normalement, Inch'Allah. Donc là, ce sont deux expositions personnelles, individuelles,
Puis il y a des expositions collectives ici là. En ce moment, en plus de Reina Sofia, donc il y a au CAPC de Bordeaux une œuvre à moi, Taqiya Noor, que tu avais vu à Venise. Et à Strasbourg, dans un centre d'art contemporain, j'ai oublié le nom exactement, il y a une pièce à moi que tu as, ouais, une vidéo que tu as citée, Habba, donc, exposée là-bas en ce moment. Et puis voilà, donc je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais voilà, on parlait de l'école, là tout d'un coup je parle de ça, peut-être j'ai oublié, mais en tout cas, en gros, c'est ça. Merci infiniment Younes pour cet échange magnifique. Nous partagerons sur le podcast les liens vers les nombreux articles que nous avons consacrés à ton travail, de nombreux portraits, des reviews d'expos un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, pour ajouter un élément à ce que tu disais à propos de Leila Hida dans l'intervention à propos de l'enseignement, donc nous consacrons dans le numéro qui paraît demain un important dossier à tous les nouveaux lieux de travail sur l'art contemporain, Leila Hida, Hicham Bouzid, etc. Voilà, merci à tous pour votre attention et merci infiniment Younes pour cet épisode. À bientôt.